Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction du journal La Croix. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 5e édition de notre live Landois. Le club Landois a été créé à l'initiative du groupe Bayard. Il réunit des acteurs de tous horizons autour de la thématique de la transition démographique. Nous organisons ces webinaires, ces rencontres pour réfléchir ensemble sur cet enjeu majeur de la transition démographique et pour faire avancer concrètement des sujets dans les entreprises et dans la sphère publique. Comment lutter contre la fracture numérique? C'est notre thème d'aujourd'hui, un thème qui, nous allons le voir, est transgénérationnel. Et j'accueille pour en parler deux invités. Muriel Barnéou, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à Vous tous. êtes directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Et bonjour à vous, Gaëlle Levu. Bonjour Jérôme, bonjour Muriel, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes directrice de la communication et RSE d'Orange France. Je précise que vous qui nous suivez, vous pouvez poser vos questions via le petit onglet QR qui se trouve en bas de votre écran et je me ferai, comme toujours, votre ambassadeur auprès de nos invités. Alors d'abord, question très simple pour commencer. De votre point de vue, Muriel Barnéou, de là où vous êtes, qu'est-ce que recouvre cette expression fracture numérique? 13 millions de Français. 13 millions. De Français qui d'une manière ou d'une autre, et ça n'est pas nous qui le disons, hein, nous appuyons sur les études diligentées à ce moment-là par le gouvernement, qui d'une manière ou d'une autre en sont éloignés, soit faute d'équipement ou d'accès à une infrastructure, soit et ou d'ailleurs dans l'incapacité de s'en servir. 13 millions, c'est énorme, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas dans un phénomène marginal, on est vraiment dans une question qui concerne les politiques publiques. Absolument, absolument. Quelque chose qui concerne aussi toutes les générations, vous en parliez tout à l'heure. Évidemment que nos seniors et nos seniors plus, ils sont surreprésentés, mais 13 millions de personnes, on est vraiment toutes catégories, des lieux divers et variés. Et c'est d'ailleurs ce que nous voyons dans nos politiques et dans la manière dont on intervient aujourd'hui auprès de ces personnes. Gaëlle Levu, je vous pose un peu la même question. Quand on parle de fracture numérique chez Orange, on prend le problème par quel bout? Alors oui, on se sent très concerné du numérique puisqu'on est leader du numérique en France et nous, on voit ça en fait à 3 niveaux. Et par rapport à notre responsabilité, on souhaite agir à 3 niveaux. Le premier niveau, évidemment, il est d'amener de la connexion. C'est-à-dire que la base de la base, c'est de pouvoir proposer de la connexion de bonne qualité sur tous les territoires pour toutes les populations. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, dans les 13 millions que citait Muriel, il y en a à peu près, nous on estime à peu près 5 millions qui, au-delà de la précarité numérique, aussi accusent une précarité financière. Donc, ils ont double peine, entre guillemets. Et donc là, il y a un travail pour faire des offres et des offres qui puissent être accessibles pour ces populations. Donc, il y a effectivement un enjeu aussi d'accompagner des populations qui sont en précarité financière aussi. Et puis enfin, troisième pilier, et là qui s'adresse aux 13 millions, c'est tout l'accompagnement que l'on peut faire, donc de la sensibilisation jusqu'à de la formation un peu plus lourde pour pouvoir permettre à des jeunes, par exemple, de trouver des emplois. Donc, on a vraiment le réseau, comment on arrive à proposer une connexion partout sur le territoire, trouver des offres qui soient en adéquation avec les capacités financières de certaines populations et l'accompagnement qui, lui, est effectivement pour ne pas laisser les gens en dehors du numérique, qui peut être un formidable facteur d'inclusion dans l'autre sens. On a vu pendant le Covid à quel point le numérique a permis de faire des liens entre les petits-enfants et les grands-parents, de continuer à télétravailler. Et là, on est tous à distance, hein, donc on voit bien que ça nous permet de pouvoir faire ce type voilà, de séances ensemble. Mais effectivement, quand on ne sait pas manier ces outils-là, on est complètement en dehors et ça, c'est un problème. Donc voilà, un problème d'aménagement du territoire, un problème économique et puis un problème d'accompagnement, un problème social. Je voudrais qu'on parle justement des personnes. Avec vous, Muriel Barnéou, vous êtes bien placée à la Poste pour connaître, y compris vraiment personnellement, les personnes qui sont
du mauvais côté de cette fracture numérique. Qui cela concerne-t-il en France? Oui, on est bien placé, Jérôme, parce qu'en fait, ils viennent chez nous et ils sont surreprésentés parmi les Français, les citoyens qui entrent dans nos établissements, dans nos bureaux. Et puis, nous allons chez eux, puisqu'on va chez tous les Français avec nos livreurs et nos facteurs. Et j'ai le regret de vous dire qu'ils sont un peu toute la France. Ils sont incroyablement éloignés d'une pratique dont on n'imagine même pas seulement où sont les freins, hein. C'est-à-dire que nous avons déployé une grosse campagne il y a maintenant 2 ans et elle porte ses fruits de détection parce que ça ne paraît rien. Mais comment vous les touchez, ces gens? Ce ne sont pas des gens qui revendiquent et qui vous disent hey, « je suis électroniste hein, ou électronique ». C'est quelque chose qu'on cache un peu quand même, hein, et en tout cas qu'on cache même parfois beaucoup. Donc, nous avons déployé de gros efforts de détection dans plus de 500 bureaux. Nous avons testé comme ça plus de 55 000 personnes et détecté comme étant en situation d'électronisme plus de 11 000 personnes depuis que nous avons lancé ça, ce qui veut dire qu'effectivement, nous avons une base assez conséquente. Et nous trouvons des jeunes mamans, nous trouvons des personnes qui ont parfois d'ailleurs même un smartphone, mais qui vont être, par exemple, dans la difficulté pour faire un point, hein, taper un point sur un clavier. Donc, vous imaginez lorsque vous voulez faire un login password, ce que ça peut représenter que la difficulté à faire un point ou l'incapacité à faire un point sur un clavier dans tout le marasme, enfin le marasme, tout le déploiement, pardon, c'est marasme vu d'eux, tout le déploiement des procédures que l'on a digitalisées. Et lorsque vous leur apprenez à faire ça, ben, les témoignages sont incroyables, hein. Il y a une maman, vous lui apprenez comme ça à pouvoir utiliser Pronote, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez suivre vos enfants, sans être capable de vous connecter à Pronote, c'est un problème. Pour le suivi scolaire, hein, parce que pour ceux qui n'auraient pas d'enfants, effectivement, maintenant, effectivement, le suivi scolaire passe essentiellement par des plateformes du type Pronote, École Directe. Et effectivement, pour beaucoup de parents d'élèves, être déconnecté, c'est aussi avoir plus de mal à suivre la scolarité de ses enfants. Sur la détection, Gaëlle Levu, chez Orange, là aussi, ce chantier de détection des personnes qui ne sont pas à même de se débrouiller avec les outils électroniques. C'est un chantier aussi pour vous? C'est un point essentiel, hein, ce que dit Muriel est effectivement extrêmement important parce que ces populations-là, effectivement, ne lèvent pas le doigt. Donc, on peut bien, nous, entreprises, envisager, construire toutes les offres, tous les ateliers, tout ce qu'il faut. La difficulté, c'est de rencontrer ce public-là. Et c'est sur quoi on travaille. Et pour ce faire, on ne peut pas travailler tout seul dans notre coin. Donc, c'est extrêmement important de travailler avec les collectivités locales, avec les associations, entre grandes entreprises aussi, hein, qui sont sur le territoire, actifs sur le territoire. Je pense que c'est des sujets qu'il faut qu'on travaille en collectif. On a tous construit des offres ou des ateliers. On a, nous, une offre qui s'appelle Coup de pouce Livebox qui du coup, permet d'avoir un accès broadband à la maison pas cher et surtout un accès à un PC, hein. Je crois que les familles un peu en difficulté, il y a 17% de moins de taux de pénétration de PC dans ces familles-là. Il y a des smartphones, mais il n'y a pas de PC. Or, Pronote, typiquement sur un smartphone, on n'a pas accès, c'est beaucoup plus compliqué que quand c'est sur un PC. Donc, il y a un sujet d'équipement aussi. Et ces offres-là, notre difficulté aujourd'hui, c'est de les faire connaître. On a 10 000 clients aujourd'hui sur cette offre-là, 10 000 par rapport aux 5 000 ou aux 13 000, enfin aux 5 millions dont on parlait tout à l'heure, c'est pas beaucoup, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Et la détection et le fait d'être capable de présenter ce qu'on propose à ces populations et les intéresser, c'est effectivement probablement une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, hein, pour déployer nos programmes. Donc voilà, donc pour moi, ça passe forcément par des partenariats avec tout l'écosystème qui est sur le terrain. Nous sommes dans le cadre du Club Landois et donc nous nous intéressons à la question de l'intergénérationnel. Si on regarde un peu dans le détail qui sont ces personnes
qui sont voilà, électroniques, comme on dit. Est-ce que le facteur de l'âge importe dans un sens ou dans l'autre, Muriel Barnéou? Oui, malgré tout, oui, quand même. Une fois qu'on les a détectés, pardon, Jérôme, Mhm. effectivement, comme le dit Gaël, hein, que fait-on? Et nous avons des partenariats avec des organisations comme PIMS, comme FAS, pour, Mhm. au-delà de ce que nous-mêmes, je parle les chargés de clientèle, les médiateurs que nous avons Mhm. établissements peuvent faire pour aider à finaliser une procédure, même un facteur. Hein, nous avons des offres que nous déployons pour, par exemple, l'aide à la déclaration d'impôt. Au-delà de ça, il y a quand même besoin de professionnels du sujet formation. Mhm. Parce que lorsque vous vous affrontez à des problèmes comme ça, vous avez vraiment des éléments de base à poser qui nécessitent de la pédagogie, qui nécessitent les bons mots, la bonne empathie, la bonne approche. Et ça, nous le faisons avec des acteurs comme PIMS, FAS, des acteurs qui Mhm. sont en territoire, très souvent en lien avec des collectivités territoriales, parce que ça n'est pas un problème que vous affrontez seul, évidemment. Et c'est ce qu'on voit notamment chez nos aînés, hein, en fait, avec 3 grands freins à la pratique du numérique, et qui est un score qui leur est propre dans ceux que l'on rencontre. D'abord, le manque d'intérêt, qui est au fond, pourquoi faire? Ensuite, l'idée que c'est quand même très compliqué tout ça, et trop compliqué. Et là-dessus, si je peux partager mon expérience, le clavier est un problème. Il est plus difficile de se servir d'un ordinateur que d'une tablette. Parce Mhm. qu'on ne l'imagine plus, mais ce passage par le média du clavier n'est pas intuitif. Un clavier, ça n'est pas intuitif, quoi qu'on fasse. Et puis, pour finir, la question de la sécurité. C'est-à-dire la question de mes données, est-ce que je vais trouver des choses bizarres ensuite sur mon device? Est-ce que je vais faire des bêtises en validant des choses qui vont au-delà? C'est vraiment les 3 premiers freins qui retiennent les plus de 60 ans, en fait, qui retiennent les plus de 60 ans à la pratique du numérique. Et ce sont ces freins-là que nous cherchons à lever avec des solutions comme Ardoise, sans doute que vous connaissez bien. Hein, c'est le manque d'intérêt, terminaux trop complexes et questions autour de la sécurité. Alors, ce facteur de l'âge, il est effectivement important. On a bien compris, voilà, qu'on s'intéressait peut-être moins spontanément aux nouvelles technologies passé un certain âge, que la complexité. J'entends ce que vous dites sur le clavier, la question de la sécurité des données, parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui peuvent être particulièrement vulnérables aux arnaques, notamment. Gaël Levu, ce facteur de l'âge, cela dit, il ne doit pas nous aveugler sur le fait que les jeunes aussi peuvent être de leur côté également confrontés à ce phénomène d'électronisme. Effectivement, et si je rebondis ce que disait Muriel, je pense que sur 2 choses. Sur l'intérêt, la période du Covid a redonné de l'intérêt en fait au digital pour les personnes âgées. Hein. Je pense que le fait de s'être retrouvés encore plus isolés que d'habitude, ça leur a permis au moins de comprendre cet intérêt, de se reconnecter en fait à l'environnement. Et on a vu, nous, on a mené des ateliers, on a continué à mener nos ateliers de sensibilisation à l'utilisation de WhatsApp, justement la confiance, hein, la sécurité, etc. Et on a eu énormément de demandes parce que tout d'un coup, c'était le seul moyen de rester en lien avec sa famille, ses proches. Voilà. Donc, je pense que là, on a gagné, entre guillemets, quelques années en intérêt pour ces populations-là. Donc, ça, premier point, je pense que ça a fait bouger les choses. Et puis, deuxième point, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles technologies qui arrivent qui vont pouvoir justement de plus en plus peut-être simplifier la vie pour les personnes âgées, que ce soit par la reconnaissance vocale. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. On va avoir l'IA qui est auto-apprenant aussi et qui du coup va pouvoir probablement permettre de développer des solutions
pour des personnes qui sont en difficulté, en tout cas pour l'apprentissage, hein, voilà, donc moi je pense qu'on a des choses aussi devant nous très positives qui vont permettre, si on arrive tous à bien les utiliser, à les mettre au service effectivement des seniors, c'est plutôt des bonnes nouvelles, quoi. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui vont arriver là-dessus. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour finir sur les seniors. Et si je reprends sur la question sur les jeunes, oui, en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'un jeune sait aller sur Snapchat ou voilà, sur Instagram ou TikTok, qui sait faire un CV, qui sait aller chercher des informations, vérifier l'authenticité de ce qu'il fait, etc. C'est pas la même chose. Et on voit beaucoup de jeunes qui sont quand même en peine, entre guillemets, pour utiliser le numérique à des fins utiles, pour trouver du boulot, comprendre ses droits, etc. Donc, effectivement, ils sont peut-être plus à l'aise avec le monde numérique voilà, de façon globale, mais n'empêche qu'il y a besoin de les former et il y a besoin de leur expliquer que le numérique, c'est pas que le divertissement ou les réseaux sociaux, il y a d'autres choses derrière. Et aussi une prise de conscience on voit, là pour le coup, on travaille beaucoup avec les fédérations de foot, par exemple, ou de rugby, pour essayer de sensibiliser les jeunes aux traces qu'ils laissent, à leur réputation. Enfin, on leur met un outil extrêmement puissant entre les mains. Il faut qu'ils apprennent très tôt les dangers qu'il y a à ne pas savoir l'utiliser correctement. Donc oui, ce n'est pas tout à fait les mêmes accompagnements qu'on va faire selon les âges, mais il y a besoin d'accompagnement sur la totalité de la population. Et quand Muriel parlait de 13 millions de personnes, forcément, dans les 13 millions de personnes, on va retrouver tous les âges. Avant de poursuivre la discussion et notamment de parler de solutions, je vais prendre une question de la salle, peut-être d'une personne qui nous regarde. Jérôme, peut-être. Oui, allez-y Muriel, et puis ensuite on prendra la question. Nous, on a le témoignage d'une grand-mère détectée. Donc, on lui fait passer un test très rapide, 5 questions, c'est comme ça qu'on détecte en établissement. Et qui derrière est partie en formation sur un de mes sites. Il s'est dit, mais au fond, peut-être que ça pourrait être utile à mon petit-fils. Elle a amené son petit-fils en formation. Il ne savait pas faire de CV. Ils ont appris à faire un CV. Et alors après, elle raconte qu'il a trouvé du travail. Évidemment, il a peut-être trouvé 100. Mais pour illustrer cette idée de 2 générations qui ont des besoins différents, c'est quelque chose qui est très concret et dont on peut témoigner. Pardon, Jérôme. Non, c'était effectivement un exemple qui était très parlant et très intéressant. Avant de continuer de parler de solutions, je voudrais qu'on s'attarde encore sur le diagnostic avec cette question qui nous est posée, alors qu'on peut entendre de plusieurs manières. Je vais essayer de la reformuler. A-t-on un indicateur de la digitalisation de la vie quotidienne? C'est-à-dire, au fond, comment est-ce qu'on mesure la manière dont les gens sont confrontés au quotidien au numérique et selon les situations, comment est-ce qu'ils y sont eux-mêmes impliqués dans cette digitalisation? Comment est-ce que vous mesurez les phénomènes? Moi, je pense qu'on a dépassé ce stade. Le digital est partout. On n'a plus tellement, enfin, on voit bien, le gouvernement a basculé en tout digital, entre guillemets, sur l'ensemble des prestations de services publics. Enfin, on parlait de l'éducation nationale. Et à nouveau, je pense que cette période de Covid a accéléré, mais alors encore plus, la présence du digital dans tous les recoins de nos vies. Et il n'y a plus une vie digitale et ma vie à côté, c'est dans la vie aujourd'hui. On a du digital qui nous accompagne du soir au matin dans toutes nos actions. Voilà, donc je ne sais même plus s'il faut aller chercher un taux. C'est devenu une réalité dans quasiment tous les pans de la société. Que ce soit dans nos loisirs, dans notre travail, dans la santé. On a fait la télémédecine, la téléconsultation qu'on ne faisait pas avant, s'est développée pendant le Covid. On a vu tous les petits commerçants pendant le Covid, les libraires qui se sont mis à faire leur site pour pouvoir prendre des commandes. Enfin, voilà, on a vu ça partout. Donc je pense qu'on a quasiment dépassé le stade de pouvoir calculer entre guillemets un taux. Maintenant, on a du digital dans notre quotidien. Voilà.
Et en même temps, en face de cette réalité, de cette omniprésence, il y a ce chiffre que Oui, vous donniez au tout Exactement. début, Muriel Barnéou, qui est voilà, Des gens qui ne 13 sont millions de pas prêts personnes qui encore, qui sont… n'ont pas été formés à ça, en fait. Il y a Mm, une mm, accélération et ça va plus vite que la capacité des gens à se former, entre guillemets, mm, pour pouvoir quelques rencontrer. chiffres peut-être de notre côté, si vous permettez, Jérôme, quelques chiffres de notre côté sur ce que l'on peut observer aujourd'hui, hein. Je vous ai parlé de mm, la solution ardoise tout à l'heure, par exemple. Si on regarde cette solution-là, on est là sur une moyenne de 76 ans, hein. On a à peu près 70, un peu plus de 70 000 personnes qui l'utilisent. 75% se considéraient comme débutants avant achat et 91% l'utilisent tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Donc, mm, c'est plus de 76 ans qui se considéraient comme débutants ou en tout cas peu utilisateurs avant, et 91% qui disent l'utiliser tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Je trouve qu'on a des métriques assez intéressantes. Pour revenir sur ce que disait Gaëlle du côté de l'autre volet de la digitalisation, c'est-à-dire les offres, du côté de la Poste, on a aussi déployé une offre pour les petits commerçants, dans l'idée de permettre aux commerçants, exactement ce que disait Gaëlle, hein, de toucher leurs clients et leurs clients locaux de pouvoir s'en servir. Donc, elle s'appelle, pour l'histoire, Ma ville, mon shopping, mais peu importe. Et nous avons eu, pendant la crise, 10 000 commerçants clients de Ma ville, mon shopping. On a eu une explosion de cette bascule des commerces locaux sur des outils leur permettant de vendre leurs produits et de toucher leur clientèle locale. mm. Donc, pour des éléments qui sont quand même des chiffres assez forts, je trouve, de la vitesse à laquelle la digitalisation se produit. J'ai une question encore pour vous, Muriel Barnéou, parce que tout à l'heure, vous disiez que voilà, parmi les freins chez les aînés, il y a le manque d'intérêt, c'est très compliqué, le clavier, la question de la sécurité des données, etc. Est-ce que, par rapport à ce que ça dit aussi de notre, voilà, de l'évolution très rapide de notre société, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se méfient aussi tout simplement du numérique parce qu'ils préfèrent les contacts réels? Et je vous pose la question à vous, Muriel Barnéou, puisque vous représentez la Poste, et donc Oui. des facteurs qui sont au plus près des gens. Complètement. Et c'est notre manière à nous, identitaire et un peu, ADN, de poser ce numérique et cette inclusion du numérique. C'est-à-dire, on l'a fait par des gens pour des gens, avec des gens. C'est un moyen d'amplifier et notre impact et nos capacités, mais ça n'est pas quelque chose qui est fait à distance. C'est fait comme un amplificateur et ça ne se substitue pas pour nous à la relation humaine, quelle qu'elle soit. En revanche, avoir quelqu'un qui sait se servir d'un automate pour nous dans un de nos bureaux ou qui sait se débrouiller tout seul pour aller consulter le solde de ses comptes, c'est le monter en autonomie pour toute sa vie parce que c'est lui apprendre à se servir d'une caisse automatique dans la supérette qui s'en est équipée ou désormais qui fonctionne comme ça le dimanche et d'être capable d'aller sur son compte Amélie ou sur sur le site de Pôle emploi. Donc, c'est exactement ce que disait Gaëlle, hein, dans quelque chose qui relève de savoir parler, savoir lire, savoir écrire, sans pour autant dire que c'est un substitut au contact, à la personne et à l'interface humaine. Et peut-être pour illustrer ça et vous faire sourire, je ne sais pas si c'est vous faire sourire, mais pendant la crise, nous avons monté un dispositif dans l'ensemble du groupe La Poste permettant aux professeurs de poster sur un serveur leurs cours et leurs devoirs parce qu'ils avaient du mal à joindre certains élèves à distance. Donc, on leur a dit, voilà, on vous met à disposition, vous postez vos cours, vos devoirs sur un serveur, nous, on récupère ça, on l'imprime et on va faire les derniers mails pour aller chez vos élèves. Ça a tellement bien fonctionné que ça a connecté 50 000 jeunes. 50 000 jeunes qui, sinon, n'auraient sans doute pas été, enfin, sans doute été déconnectés de l'école pendant toute cette période. Absolument. À qui on a amené les cours et on reprenait les devoirs et ensuite ces devoirs, on les numérisait et on les réinstallait sur le serveur pour que les profs et les enseignants puissent venir les chercher. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'un contre l'autre.
c'est l'un avec l'autre, parce que c'est au fond le facteur qui a fait les derniers mètres, mais c'est aussi le digital qui, à un moment, a fait ce passage de données vers du courrier et du courrier vers de la donnée. Et c'est ça, ce monde dont on a besoin. C'est intéressant, Gaël Levu, parce qu'à travers cet exemple, on voit bien qu'une manière de lutter contre la fracture numérique, c'est bien de faire comprendre qu'on ne substitue pas un monde à un autre, mais on fait cohabiter des pratiques Bien sûr. qui peuvent permettre justement de mieux développer les contacts humains. Complètement. Moi, je pense que l'un complète l'autre. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on donne le choix aux gens. On voit bien tous en tant que clients, il y a des choses que quand on peut les faire à la maison tranquillement, sans faire la queue, on est bien content de les faire. Et puis il y a des moments où on a envie de voir quelqu'un et on a envie d'être conseillé. Et donc, comme il y a des produits qu'on est capable d'acheter à distance et des produits qu'on a envie d'essayer, qu'on a envie de voir, etc. Donc, je pense que l'idée, c'est de compléter, de surtout pas opposer les deux, parce qu'à nouveau, de toute façon, ça vient dans notre vie. Et après, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se faire, hein, pour les seniors, par exemple, sur tout ce qui concerne le maintien à domicile, avec des objets connectés, des capteurs à la maison qui permettent de prévoir, en tout cas de donner des alertes quand il y a des chutes, de pouvoir mieux comprendre l'activité de la personne et envoyer des signaux si l'activité, elle ralentit ou s'il y a des choses qui se passent. Enfin, derrière, il y a des choses très intéressantes qui vont vraiment faciliter la vie des gens. Et donc, effectivement, c'est tout l'enjeu qu'on a, c'est qu'il faut voir ce numérique comme quelque chose qui va enrichir, faciliter notre vie, mais pour que ça marche, il faut que tout le monde soit inclus et sache s'en servir. Et donc, c'est tout l'enjeu qu'on a avec cette inclusion numérique et vraiment hein, d'aller chercher ces publics-là pour pas qu'ils se retrouvent en marge et trop longtemps en marge, parce qu'au bout d'un moment, ça va être très compliqué d'ailleurs de les accueillir. Après, les technos se simplifient un peu. Hein. Je parlais de l'IA, de la data, la reconnaissance vocale. On a parlé des tablettes avec le tactile. Tout ça, c'est quand même aussi, ces technos deviennent de plus en plus accessibles. Il commence à y avoir des smartphones hein, qui ont été conçus effectivement pour avoir des touches plus grosses, même quand on veut en tactile, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même des progrès qui sont faits aussi pour rendre tout ça plus accessible, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en France hein, sur le sujet. Muriel Barnéou, manifestement, votre exemple il y a quelques minutes sur cette proposition que vous avez faite aux professeurs pendant le confinement, de porter en quelque sorte les devoirs et les cours physiquement aux élèves, elle retient l'attention puisqu'on nous demande est-ce que c'est répandu sur tout le territoire? Et puis j'allais vous aussi compléter cette question, est-ce que d'abord vous poursuivez cette expérience et est-ce qu'éventuellement elle peut s'étendre à d'autres domaines que l'école? Oui, c'est tout le territoire. Oui, c'est absolument tout le territoire. Et l'éducation nationale nous demande aujourd'hui de réfléchir à la pérennisation du dispositif pour plein de solutions qui peuvent être des solutions à un moment de rupture même régionale. Vous voyez, un établissement qui est en difficulté pour X raisons, qui est obligé de fermer et qui n'arrive pas à joindre tous ses élèves. Donc oui, on est en train de pérenniser. Et la question est une très bonne question. Ça pourrait fonctionner dans d'autres cas, bien sûr. Bien sûr. Alors, on a déjà des solutions industrielles sur un certain nombre de sujets. Hein. Par exemple, un de nos métiers, c'est d'imprimer des bulletins de salaire et puis d'éviter que les employeurs les impriment et les confier aux facteurs. Donc, il y a des choses qui sont très industrielles et très matures, mais d'autres univers pourraient complètement être éligibles à ce type de dispositif des derniers mètres, en fait, hein, dans les deux sens d'ailleurs, hein, dernier et premier, parce que derrière, on récupérait aussi les devoirs. Oui, bien sûr. Je voudrais qu'on parle, même si évidemment vous n'êtes pas directement concerné, mais des solutions qui sont mises en place par les pouvoirs publics. Vous en avez évoqué quelques-unes. Celle des conseillers numériques. On nous dit, voilà, on va déployer 4000 conseillers numériques sur tout le territoire pour venir en aide justement à ces personnes qui restent en marge de la digitalisation. À quelles conditions ça réussira? Voilà, est-ce que ce sont des gens qui viennent juste pour aider ou est-ce que ce sont des personnes qui viennent pour en quelque sorte éduquer? Je ne sais pas si Gaël Levu veut Je pense commencer. qu'il y a, on avait fait il y a 2 ans de ça, je crois,
un dialogue partie prenante sur justement les problèmes d'exclusion numérique. Mm. Et ce qu'on avait vu effectivement sur les fameux 13 millions de personnes qui sont éloignées du numérique, il y avait quand même, alors je n'ai plus en tête, c'est peut-être 1 million, enfin un petit volume quand même de personnes qu'on n'arrivera pas à éduquer. Je pense que ce qu'on voyait, c'est qu'il y a des gens, de toute façon, il faudra faire à leur place. Et donc ça, c'est important, en tout cas pour certains, voilà, par rapport au service public, par rapport à un certain nombre d'opérations à faire. Quelques personnes, ça sera compliqué et les former ne suffira pas. Donc il Et là, faut, donc, vous parlez d'1 million de personnes, hein, c'est non, ça environ? j'ai plus le chiffre exact, mais il y avait une partie dans l'étude qui montrait Mm. qu'on avait une partie de la population qui n'était pas la plus grosse, mais une partie de la population pour qui de la formation, ce sera compliqué. Et comme de toute façon, ce qu'on a dit avant, le numérique est là, il faudra faire pour elle. Donc ça, c'est important que les pouvoirs publics l'aient en tête Mm. et qu'on puisse accompagner ces personnes-là. Et puis après, il y a tout le reste de la population. Il faut juste prendre le temps de les former. Et les former, comme disait Muriel, ça veut dire avec des gens qui savent former, parce qu'on ne s'improvise pas formateur comme ça du jour au lendemain. Et donc, il faut Mm. connaître voilà, les clés de la pédagogie, comment amener les gens, etc., à utiliser les choses. Mais je pense qu'il y a de toute façon une partie de la population pour qui ça sera trop compliqué. Et aussi parce que peut-être des problématiques moteurs, des problèmes fait que on n'arrivera pas, la formation ne suffira pas. Mm. L'État a répondu à cette question-là avec Aidant Connect. Hein. Aidant Connect, qui aujourd'hui est déployé par le secrétariat d'État au numérique, est justement le dispositif qui permet à une personne référente de pouvoir faire à la place d'eux, Voilà. aidant au sens générique, et qui est quelque chose qui est très efficace, peu connu. Donc, je pense qu'on peut collectivement veiller à ce que la chose soit diffusée et qui, du coup, sécurise aussi parce que faire à la place d'eux pose la question de quel droit, quelle responsabilité, dans quel cadre. Et la chose est plutôt bien ficelée et mérite d'être connue. Et effectivement, comme vous le disiez, Jérôme et Gaël, nous avons dans le plan de relance, il faut le reconnaître, 250 millions d'euros et ils se consacraient à l'inclusion numérique et 250 millions d'euros d'OPEX. Pour une fois, ce n'est pas de l'investissement, mais c'est bien quelque chose qui peut avoir un effet immédiat, qui va en fait professionnaliser, recruter sur le marché 4000 conseillers numériques et professionnaliser cette étape très importante de formation qui n'était pas forcément quelque chose de professionnel. Identifié, voilà, en plus. Oui. Ouais. Et c'est une très bonne initiative. C'est fait dans une logique très synergique avec les collectivités territoriales, les associations locales, puisqu'en fait, il y a une sorte d'appariement qui est produit. Ça fonctionne sur le principe de la délégation de services publics et ce sont des associations qui opèrent, c'est ça? C'est ça, exactement. Des associations qui ont été identifiées comme étant en capacité de délivrer cette formation. Et ensuite, il nous fallait identifier des gens. Bon, le marché du travail, il y a beaucoup aidé. Donc, 4000, pour avoir 4000 personnes, je peux vous assurer qu'ils ont eu beaucoup plus de candidats. Et puis, identifier des lieux pour pouvoir les recevoir. Et ces lieux, ce sont soit des collectivités territoriales, soit des associations. Et vous avez 3 grandes associations nationales qui ont été retenues. Je fais un peu de pub pour elles. SOS Group, la Croix-Rouge et Emmaüs Connect, et qui donc font ce pont entre des gens formés, qui vont pouvoir venir travailler dans des lieux où seront accueillis des gens qui sont en besoin de formation. Vous prononcez le mot de lieu, et c'est vrai que c'est très important qu'il y ait des lieux, puisque voilà, dans un monde dématérialisé, il faut qu'il y ait d'abord, il faut toucher les gens, et ensuite, il faut pouvoir être quelque part pour les former. Ça se passe plutôt dans des lieux tiers qu'au domicile. Oui, je pense oui. Après, on peut avoir des solutions hybrides aussi. On regarde des solutions pour... par exemple, on peut avoir des formateurs, on peut avoir quelqu'un sur place et un formateur à distance un peu plus chevronné
qui peut aider un peu. Enfin, il y a plein de solutions pour pouvoir démultiplier, parce qu'après, le territoire est vaste. Et effectivement, pour ces populations-là, et pour une partie de ces populations, ce qui est important, c'est d'aller là où elles sont, et de ne pas leur demander de se déplacer, de faire 150 km pour aller dans la grande métropole à côté pour pouvoir suivre des ateliers. C'est trop compliqué, hein. Donc voilà, donc il faut qu'on trouve des équilibres entre peut-être de l'hybride, parce qu'il faut pouvoir effectivement assurer tous les cours, du physique, c'est important, et puis peut-être aussi des solutions à 2 vitesses, c'est-à-dire que vous pouvez démarrer en physique, et puis après, quand la personne est un peu plus à l'aise, continuer aussi en digital. Enfin voilà, il y a plein de formules qui peuvent se concevoir et qui permettent d'accélérer et de passer à l'échelle, hein, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de passer à l'échelle aussi. Je reviens un petit peu en arrière. Muriel Barnéou, sur ce que disait tout à l'heure Gaëlle Levu, sur le fait qu'il y a, voilà, il y a une population, il y a une partie de la population qu'on n'arrivera jamais à toucher. En préparant ce débat, je crois que vous me disiez qu'il y a certaines personnes, même si la formation est gratuite, de toute façon, elles ne viendront pas. Non, non, non. Ça, c'est, je pense, l'obstacle qui est devant, qu'il va falloir franchir, hein. Même gratuites, ils ne viennent pas en formation. On a des taux de no-show, ce qu'on appelle no-show, qui est très, très, très élevé. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est de la défiance vis-à-vis de quelque chose dont on questionne l'intention? Est-ce que l'intention, c'est au fond de me vendre quelque chose à la fin? Est-ce que l'intention, c'est de me répertorier dans un fichier du gouvernement? Beaucoup de choses sont possibles. On est en train de tester aujourd'hui dans la région Auvergne-Rhône-Alpes l'idée d'avoir quelque chose d'un peu incitatif, c'est-à-dire de proposer qu'à l'issue de cette formation, pour les personnes qui en ont besoin, il puisse y avoir un équipement qui soit donné. Et en l'espèce, on le teste avec un équipement reconditionné. Donc, on est vraiment sur une volonté d'avoir une chaîne vertueuse du début jusqu'à la fin. Mais on a devant nous un vrai sujet de comment est-ce qu'on fait pour qu'une fois que ces personnes ont été détectées, elles viennent en formation. Je pense qu'il y a un sujet aussi pour certaines personnes de mais j'y arriverai jamais. On a vu nous, dans les commentaires qu'on a pu avoir, c'était ouais, mais une formation, de toute façon, je ne suis pas capable. Il y a vraiment un sujet aussi pour certaines personnes, ce manque de confiance en soi sur sa capacité en fait à s'approprier le numérique. Et alors c'est pas voilà, ça fait partie des petites solutions, mais c'est vrai que quand on arrive à avoir des témoignages de gens qui disent moi aussi j'y comprenais absolument rien, mais franchement j'étais complètement larguée, et grâce à ces ateliers maintenant je sais faire ça, je sais faire ci, etc. C'est important. Ça aide quand même à se dire peut-être que moi aussi je peux y arriver. Donc Vous voulez il y dire a qu'il y aussi ce frein. a une dimension psychologique. Bien sûr. C'est très important d'aller chercher de les manque de gens. confiance en soi, en se disant j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, et je vais pas y arriver, c'est pas parce qu'on va me former que je vais y arriver. C'est vrai que toute la société, y compris voilà, la publicité, nous renvoie toujours à l'importance du numérique, au fait que les choses, le progrès avance, et il y a des gens qui peuvent se sentir un peu voilà, dépassés, diminués, presque humiliés parce qu'elles se sentent déconnectées dans tous les sens du terme. Oui. C'est pour ça que je parlais même d'illettrisme. En général, c'est rare que quelqu'un ose vous dire je ne sais pas lire ni écrire. Et on commence à frôler ça dans l'électronisme. C'est pas quelque chose qu'on avoue facilement, et aller en formation, c'est aussi d'une certaine manière un peu ostracisant. On a prévu dans le cadre de ce plan de relance du gouvernement de veiller à ce que les salles ne soient pas trop grandes, par exemple, pour rester sur quelque chose un peu intime. À échelle humaine. Que dans des petits villages, par exemple, ou dans des petits bourgs, vous n'ayez pas un phénomène de honte ou gêne trop important. Et je rejoins Gaëlle, hein, la question du témoignage, c'est formidable. On l'a vu, nous, sur nos dispositifs type Ardoise. Alors là, lorsqu'un Pierre vous dit mais si, tu regardes, c'est que ça marche, mais moi, j'y suis arrivée, c'est le meilleur ambassadeur et la meilleure mise en confiance que vous puissiez imaginer. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais juste savoir si, de là où vous êtes, quand vous regardez des expériences à l'étranger, vous avez repéré des bonnes pratiques, des choses que d'autres font éventuellement mieux que nous, ou alors simplement des cultures qui font que certains pays sont
plus avancés que nous et dont on pourrait s'inspirer? Moi, je pousserais là, pardon de le dire aussi directement, hein, mais cette idée que l'on pourrait avoir que ça va se tasser, puisqu'en fait, nos seniors vont bien finir par Mmh. partir un jour, et que donc c'est quelque chose d'assez conjoncturel, et puis, ma foi, tout le monde va y venir. Je ne crois pas. Je crois que d'autres obstacles de compréhension et de maîtrise du digital vont arriver derrière nous. Gaël parlait de l'IA, on parlait de l'IoT, Mmh. on peut Ouais. parler même de sujets encore plus techniques qui interviennent. Et il ne faut pas imaginer que cet électronisme va disparaître parce que tout le monde saura faire un login password demain. On va aussi avoir nous-mêmes, nos générations et nos jeunes derrière, Mmh. à maîtriser et à apprendre et à comprendre des choses autres. Et de ce point de vue-là, je trouve que les Nordiques, nos pays nordiques, sont assez exemplaires et intéressants, notamment dans la diffusion de la culture de l'IA et Mmh. maîtrise de ce sujet-là, pour que ça ne soit pas une espèce de quelque chose de magique. Vous voyez, comme on aurait pu imaginer que l'électricité soit magique. On a appris ce que c'était, et pourtant nous ne sommes pas tous des scientifiques, nous ne sommes pas tous des électriciens de formation, mais on sait comment ça marche. Et je trouve qu'ils sont assez exemplaires en la matière, dans la façon dont ils ont décidé, notamment d'éduquer à des choses Mmh. qui entrent dans nos vies et qui nécessitent qu'on en comprenne les briques essentielles. Voilà. Et ce Mmh. sont eux auxquels je pense quand vous ouvrez sur ce sujet, Jérôme. Merci. Gaël Levu, peut-être un mot de conclusion sur ce thème ou sur un Oui, autre? je pense que Allez. ce qui est important, effectivement, aujourd'hui, on en est vraiment à savoir servir d'un clavier, etc., de faire un mot de Mmh. passe. Demain, il y aura toujours une différence entre ceux qui sont capables de maîtriser le digital. On parle beaucoup des fake news, on Mmh. parle beaucoup de tous ces sujets-là. Et donc, il y aura une vraie différence en fonction de l'éducation et quelque Mmh. part, la capacité à développer l'esprit critique pour pouvoir aller chercher la vérification des informations, etc. Enfin, donc oui, il y a toujours quoi qu'il arrive, il y a un risque fort à ce qu'on y ait toujours des gens qui se retrouvent en fait un peu en marge, ou en tout cas n'arrivent pas à tirer profit du numérique pour avancer, au contraire, vont se retrouver en marge. Donc ça, je pense qu'effectivement, ça va évoluer. L'apprentissage sera un peu différent, mais on commence à avoir pointe quand même quelques sujets comme ça. Je parlais de la réputation des jeunes, les fake news, la sécurité, qu'est-ce que je fais de mes datas, etc. etc. Mmh. Et peut-être, si on voulait faire un petit détour par l'international, moi, j'allais juste en partager avec vous des expériences qu'on a, nous, en Afrique. On est très présent, en fait, dans beaucoup de pays en Afrique. Et on a des projets avec la Fondation Orange sur ce qu'on appelle les écoles numériques. Et on voit là à quel point le numérique peut être quelque chose d'extrêmement intéressant pour accélérer Mmh. l'éducation. Le fait d'avoir accès à des contenus, de former les professeurs, d'équiper c'est aussi un facteur d'inclusion formidable Mmh. quand c'est bien maîtrisé. Et le quand c'est bien maîtrisé est extrêmement inclusion. Je pense que c'est ça, il faut de maîtriser ça et une fois qu'on le maîtrise, on peut faire des choses et vraiment de l'inclusion très forte, quoi. Mais écoutez, je suis sûr qu'après les 3 quarts d'heure que nous venons de passer ensemble, nous maîtrisons un peu mieux ce sujet de la fracture numérique. Merci infiniment, Gaël Levu et Muriel Merci. Barnéou. Merci. Ce séminaire sera en ligne d'ici quelques instants et vous aurez la possibilité également de le faire suivre sur les réseaux sociaux. Je remercie les équipes de Bayard, Sybille Lemaire, bien sûr, Béatrice Destress, Hélène Husso, Yvonne Herbin, Nathalie Rousseau également qui nous a aidés pour transmettre vos questions. Merci également à Samuel Rowe qui a réalisé cet événement. Je vous souhaite à toutes et à tous un très Et bel merci été et Jérôme à pour bientôt. l'animation, parce que Oui, Merci à merci vous. Jérôme qui ne se remercie pas, voilà, mais exactement. voilà. Ouais, Merci à vous et à bientôt. Merci. Au revoir. très bel été. Au revoir.